quand il y a ici des manquements à la déontologie, moi je veux croire à la bonne foi des journalistes et je veux croire qu'il y a un problème de formation, tout simplement. Mais ceci dit, et c'est mon dernier mot, promis, il faut toujours croiser l'information avec 3 sources, et dans le doute, si on n'a pas de source, dans le doute, même si on a un scoop, dans le doute donc, il faudrait s'abstenir. Je vous souhaite une bonne séance, et j'espère que vous en tirerez profit. Merci. Et de la représentation de ces luttes d'influence par les médias, comme on le verra tout à l'heure. Alors la problématique que j'ai posée, que vous avez là, c'est quelles sont les rivalités de pouvoir entre acteurs médiatiques et comment influencent-elles les mutations géopolitiques mondiales. Et après, quelle est la place de l'Algérie dans ces enjeux internationaux qui préfigurent le monde de demain? Pour répondre à cette problématique, je vous propose 4 axes d'approche. D'abord, ce que j'ai appelé géopolitique, mondialisation et médias. Il s'agit en fait d'expliquer l'approche géopolitique des médias à travers ces concepts. Quels sont les concepts de cette science? Sa méthodologie et ses réflexions. Et puis, de mettre en évidence, après comment on va le voir, le déplacement de centre de gravité du développement du rayonnement des médias à l'échelle mondiale. Parce qu'on est toujours inscrit dans cette démarche nord-sud, mais on va voir qu'il y a un déplacement aujourd'hui des centres de gravité du développement des médias et l'émergence de certains pays sur la scène internationale. Alors, premier constat, c'est que la mondialisation met en évidence la prédominance des médias américains dans la géopolitique mondiale et le rôle de la communication dans la logique d'influence mondiale et la conception et mise en œuvre de ce qu'on appelle aujourd'hui la global information dominance. La géopolitique des médias participe également à recomposer les rapports de force entre les continents et les États, à l'instar aujourd'hui de certains pays qu'on voit émerger, comme la Chine. Je vous donnerai après des tableaux, des chiffres, vous verrez un peu ces pays qui émergent, surtout ceux en Asie. Vous avez la Chine, l'Inde, le Brésil et d'autres pays qu'on verra tout à l'heure. Et ces pays émergents, donc, s'appuient sur ces médias pour étendre l'influence régionale ou mondiale. L'impact des médias s'observe en outre dans bien d'autres domaines, comme ceux du rayonnement de la politique religieuse et linguistique. Troisième point que j'aborderai, c'est la place des médias dans les relations internationales. Et vous allez le voir, et vous le savez, que les médias sont des rouages essentiels de la diplomatie des États. Dans les conflits armés, l'information et la communication constituent de nouveaux enjeux pour gagner la guerre du sens et la bataille. De l'influence au sein des populations parallèlement à la manière de représenter les conflits et d'influencer l'opinion publique. Enfin, quatrième axe d'approche, c'est le paysage médiatique algérien, ses défis, ses enjeux. On va mesurer ces défis et ces enjeux, bien sûr, à la lecture de l'architecture qui est mise en place par la géopolitique des médias. Il s'agirait en fait de recenser les défis qui se posent à l'Algérie, quel est le rôle de ce pays dans cette configuration, et cette nouvelle phase du mouvement vers l'intégration mondiale pose la problématique de l'appropriation locale des flux transnationaux. Comment on s'approprie, nous, Algériens, ces flux mondiaux, donc, les médiations, les formes de résistance ou d'adaptation. Les nouveaux mécanismes de l'hégémonie sont des défis fondamentaux. Donc je vais commencer par une approche, j'allais dire, théorique, conceptuelle, mise en place de cette architecture. Alors, l'approche des médias en géographie. Quand on parle géopolitique, on revient toujours à la géographie, et la naissance même de la géopolitique, c'est la géographie. C'est l'importance de la géographie en politique. Alors, l'approche des médias en géographie s'est surtout concentrée sur les réseaux de télécommunications dès les années 1950. À l'époque, déjà, on traçait des cartes de géographie dans lesquelles on essaie de voir la cartographie des flux téléphoniques. Et on s'est rendu compte que les réseaux de télécommunications participent à aménager le territoire, à créer des liens, par exemple, entre un centre urbain et ses périphéries, grâce aux télécommunications. Et donc à transformer cette notion de distance. Mais, à cette époque-là, donc dans les années 50, on ne faisait pas attention à l'approche culturelle, qui est très importante et qui va être prise en compte par la géopolitique des médias plus tard. Et c'est l'école anglo-saxonne, ce sont les Américains, qui vont voir cette importance. C'est vrai que
médias rapproche les gens, mais il n'y a pas que cet aspect-là, et donc configure des territoires, mais il y a aussi l'approche des idées, de l'idéologie. Et là, le premier qui en a parlé, c'est Jacqueline Burgess et John R. Gold, dans Géographie de médias et de popular culture, où ils ont mis l'accent sur ce qu'ils appellent l'environnement cognitif. C'est-à-dire qu'au-delà du rapprochement purement, j'allais dire, technique, il y a aussi la mise en place d'un sens cognitif au sein d'un territoire donné. Alors, qu'est-ce la géopolitique des médias? La définition de la géopolitique des médias renvoie à celle de la géopolitique. La géopolitique associe géographie et politique et s'intéresse aux enjeux de pouvoir sur les territoires. Je ne vais pas faire un retour sur la notion de géopolitique qui a été développée chez les Allemands, avec Ratzel et l'école allemande, et qui avait à l'époque mis en place surtout la notion de Lebensraum ou d'espace vital. Finalement, les choses n'ont pas changé. Même au niveau médiatique, nous revenons à cet espace vital. Alors, si la géopolitique associe géographie et politique et s'intéresse aux enjeux du pouvoir sur des territoires, dans Dictionnaire de l'espace politique, Stéphane Rosière en 2008 met en évidence l'étude de l'interaction espace-État, les rapports de pouvoir, ça c'est sur le plan interne, et de puissance, plan externe. Quand on passe au niveau international, on parle à ce moment-là de puissance entre ce qu'il appelle les éléments matériels et immatériels. L'importance du discours sur le monde à travers ses représentations. Comment ce discours, après ça va être le discours des médias, comment ce discours va contribuer à créer des territoires. Et c'est important parce que quand on parlera de l'Algérie est sur un espace qui est façonné aussi territorialement par un discours. On verra lequel. La géopolitique la géopolitique des médias consisterait ainsi à l'étude des rivalités du pouvoir entre les acteurs médiatiques, c'est-à-dire les groupes de presse, les multinationales de l'information, de la représentation de ces luttes d'influence par le média, comment ces médias nous parlent de ces luttes-là, du discours des médias comme révélation des mutations. Pour comprendre les mutations géopolitiques actuellement en cours, pour comprendre le monde, il faut comprendre le discours que portent les médias sur ces reconfigurations. Elle permet de comprendre des grands déséquilibres du monde actuel, puisque les médias en sont les acteurs et les reflets. Alors, les sources et les outils d'information, la création des audiences sont à la fois des enjeux de domination de l'opinion, comme des moyens privilégiés de comprendre des stratégies de contrôle, des tensions et des rivalités entre acteurs. Voilà les 4 critères de la géopolitique des médias, et voilà l'architecture sur laquelle, à mon avis, c'est à partir de ces 4 critères qu'on peut faire une lecture des grands enjeux qui se posent, et les enjeux aussi qui se posent à l'Algérie. En fait, la géopolitique repose sur 4 critères fondamentaux. Ce qu'on appelle les infrastructures, je reviendrai, j'essaierai de développer un petit peu, la production médiatique, la consommation et les flux d'informations. Voilà ce qu'on appelle les critères de la géopolitique. Alors, c'est quoi les infrastructures? Les infrastructures des médias permettent de comprendre l'évolution des techniques à différentes époques et de mesurer leur impact sur les activités humaines. Et c'est cette étude des infrastructures qui a donné naissance à ce qu'on appelle aujourd'hui la notion de réseau de communication. Donc, aujourd'hui, quand on parle des réseaux de communication, je vous donne 2 exemples, un très vieux et un assez récent. Alors, l'exemple très vieux, c'est l'usage des câbles téléphoniques sous-marins au XIXe siècle, qui a complètement bouleversé le marché mondial du coton. Alors, on dit, quel est le rapport entre les câbles téléphoniques et le coton? L'utilisation du télégraphe transatlantique, à partir de 1858, va permettre de mettre en liaison les producteurs américains avec les villes manufacturières du nord de l'Angleterre. Vous voyez comment l'aspect infrastructure a des incidences sur le côté économique. Aujourd'hui, exemple plus récent, la géographie des câbles en fibre optique, qui servent à la circulation donc des flux numériques entre les continents, révèle l'importance des routes stratégiques d'information. Aujourd'hui, on parle de routes stratégiques d'information et des hubs. Alors, les hubs, c'est quoi? Les hubs, c'est des plateformes de centralisation de ces fibres, si vous voulez, de ces fibres optiques
et leur redistribution. Et vous allez voir que l'emplacement de ces hubs est très important. Je vais en parler tout à l'heure. Alors, un exemple par exemple, le hub le plus important aujourd'hui, c'est un hub maritime qui se trouve dans l'État de Virginie et qui concentre la moitié des flux mondiaux et qui va permettre après donc le contrôle et la surveillance d'informations. Autre exemple, en 2013, 49 des 265 câbles sous-marins donc, qui transportent les informations se rejoignent en Angleterre. Et là, j'ai mis, vous avez tous entendu parler de l'affaire Snowden, qui a révélé le programme de cyberespionnage PRISM en 2007, et donc qui a été rendu possible par un accord entre la National Security Agency, NSA, et ce qu'on appelle le GCCH, le Government Communication Headquarter britannique, et qui avait donc permis d'espionner et de contrôler, si vous voulez, tous les 49 câbles sous-marins qui passaient par l'Angleterre. Donc, vous voyez un peu l'enjeu de ces infrastructures, ou de ce qu'on appelle aussi des réseaux de... Donc, premier critère fondamental, c'est les infrastructures, c'est les réseaux d'information. Deuxième critère de la géopolitique des médias, c'est la production médiatique. La production médiatique s'est fortement développée dans le monde, qu'elle reste très difficile à cartographier, à placer. Mais je me contenterai seulement de vous parler un peu de la production cinématographique. Vous le savez, elle se concentre principalement en Asie et en Occident. En 2005, entre 2005 et 2010, la géographie de la production annuelle moyenne des longs métrages, je vous ai mis ça dans le tableau que vous avez là, premier producteur mondial donc, des longs métrages, des films de fiction, c'est l'Inde, avec 1150 films par an. Ça, c'est des chiffres c'est des chiffres de l'UNESCO de 2010. Après l'Inde, nous avons la Chine, puis les États-Unis, l'Europe, avec les 4 pays confondus, France, Allemagne, Royaume-Uni, le Japon, puis vient l'Indonésie, et enfin les Philippines. Et là, vous remarquez qu'il y a des pays qui émergent. Hein, l'Indonésie ou les Philippines, ça, vous savez, c'est nouveau. C'est des pays émergents qui ont des politiques maintenant régionales très importantes. Deuxième critère, donc j'avais dit la production. Troisième critère, la consommation. Et la consommation, c'est quoi? La consommation, c'est ce que consomment les gens en communication. Et là, la consommation s'intéresse au groupe de sondage et publicitaires. Son étude consiste à mettre en évidence les différents groupes mondiaux de la publicité, les stratégies, les messages et les cibles. Donc, elle permet d'aborder les différentes dynamiques à des échelles géographiques différentes et d'approcher une géographie sociale à ce moment-là. C'est le mode de comportement de groupe, comment se comportent les Algériens, les Maghrébins, les Arabes, etc. Donc, d'approcher une géographie sociale et culturelle, des comportements, des goûts, des hiérarchies sociales et des usages. La dimension géopolitique se rencontre dans les stratégies d'influence des acteurs. Enfin, dernier critère, c'est les critères des flux d'informations. Avec l'extension des réseaux de télécommunications et des réseaux numériques, l'étude des flux d'informations permet de comprendre les stratégies d'influence des acteurs. L'analyse de la géographie, de la répartition des câbles sous-marins et des flux Internet dans le monde révèle les grandes autoroutes qui relient surtout l'Amérique du Nord à l'Europe et l'Asie. Dans les années 2000, elle met en évidence la fracture entre le Nord et le Sud. 80% des utilisateurs sont dans les pays développés. Vous voyez un peu. À partir de ces 4 critères que j'ai cités, la géopolitique des médias va mettre en place ces concepts. Il identifie 3 concepts fondamentaux et permanents. Ce qu'on appelle les réseaux d'information et de communication. Le centre et la périphérie. Cette notion, ce concept est très important en géopolitique des médias. Parce que la géopolitique des médias reprend la notion de centre et de périphérie, mais elle va dire qu'il y a des centres, des sous-périphéries et la périphérie, qui bien sûr sont les pays du Sud. Et enfin, le dernier concept étant la représentation géopolitique. Brièvement, réseau d'information et communication pour expliquer un peu.
Je cite là Marie-Claude Cassé en 92, qui est dans un ouvrage qui s'appelle Réseau de télécommunications et construction territoriale, dit l'impact des réseaux d'influence et de communication a une influence variable selon leur activité. Par exemple, sur le plan économique, la concentration spatiale des entreprises et des formes de travail permet d'intégrer des zones géographiques données. Sur le plan politique, la construction des territoires politiques des États modernes, par exemple le télégraphe au XIXe siècle, ou le satellite maintenant à partir des années 60, sont des moyens d'affirmation de la puissance sur la scène internationale et des facteurs de renforcement de la cohésion et de la communauté des nations. Enfin, sur le plan social et culturel, ça influence une pratique et une représentation de l'espace. La notion de centre et périphérie sur lequel, deuxième concept en géopolitique, la notion de centre et de périphérie permet de mesurer le degré d'intégration médiatique dans un espace, de comprendre la maîtrise du territoire par la couverture médiatique. Et on a remarqué que dans l'organisation du réseau Internet, par exemple, mondial, dans les années 2000, une logique de centre et de périphérie se remarque. Les villes côtières des États-Unis sont le centre historique. L'intérieur des États-Unis, c'est ce qu'on appelle la semi-périphérie, et les autres aires du monde constituent la périphérie. Gabriel Dupuy, en 2002, dans un ouvrage qui s'appelle Internet, géographie d'un réseau, il dit que le réseau Internet se développe en plaques, avec des ondes d'ambre. Les ondes d'ambre, c'est les ondes où il n'y a pas Internet. À l'échelle planétaire depuis les années 70 jusqu'au début des années 2000. Mais se caractérise par une centralité forte à partir des États-Unis, notamment les hubs Internet des côtes ouest et est, qui connectent des ordinateurs dans le monde. Puis de l'Europe, du Japon, puis vers ce qu'on appelle les périphéries faiblement intégrées. Et cette relation entre le centre et la périphérie révèle des dynamiques géopolitiques liées au jeu des acteurs. Mais là, c'est tout le jeu des influences qui fassent jouer. Donc, ce concept de centre et de périphérie va nous permettre de repérer les stratégies de connexion de ces acteurs pour enserrer un territoire dans un maillage médiatique à travers une série de supports comme la télévision numérique, la radiophonie ou Internet. Il y a un ouvrage là que j'aime beaucoup, qui est un peu vieux, c'est l'ouvrage de René Nabar, La guerre des ondes, guerre des religions, la bataille hertzienne dans le ciel méditerranéen, où il explique très bien comment a été fait le maillage à travers l'histoire, le maillage de toute la Méditerranée, et donc qui nous concerne en premier lieu, avec la mise en place des radios, comme Voice of America, la France, si vous voulez, RFI, si vous voulez Radio Monte Carlo, et puis il passe à la télévision. Et puis ce qui est bien, c'est qu'il part de cette évolution, on le verra tout à l'heure, j'essaierai d'en parler un peu, de cette évolution aujourd'hui en Méditerranée, où nous n'avons plus uniquement les médias occidentaux, les médias du Nord, mais aussi l'émergence de médias arabes, qui posent une autre problématique. Je vais essayer d'en parler un petit peu tout à l'heure, qui pose une autre problématique, c'est bien sûr les médias que vous connaissez, les grands groupes, NBC, la chaîne Qatari, Al Jazeera, etc. Troisième élément, troisième concept fondamental, c'est la représentation géopolitique. Elle désigne la structure cognitive du traitement. Là, la géopolitique va s'intéresser à quel est le message qui est véhiculé. Son analyse porte sur les discours, les images, les supports médiatiques utilisés, dont l'objectif consiste bien sûr à comprendre les enjeux que constituent les territoires et la stratégie territoriale des acteurs auprès de l'opinion publique. Dans Infosphère et intelligence stratégique, Louis Francard en 2012, le statut de puissance est étroitement lié à cette capacité d'influencer pour s'imposer à l'autre. L'avoir, c'est-à-dire la richesse, la population, la culture, mais il y a le pouvoir, ce qu'on appelle donc les nouvelles technologies, comme source de puissance, les médias en réseau, mais aussi le savoir, c'est-à-dire la connaissance, l'anticipation, le vouloir, l'idéologie et la gouvernance. La capacité de connaître, de communiquer, constitue l'un des enjeux essentiels pour tout acteur qui tend à s'étendre. D'où l'apparition de nouveaux concepts. Je les donne comme ça, comme infodominance. Infodominance qui veut dire, sur le plan militaire, ça consiste à employer des moyens techniques pour connaître le champ de bataille et plonger l'adversaire dans le brouillard afin de le paralyser. Plonger l'adversaire dans le brouillard, c'est-à-dire détruire ses moyens de communication. Alors,
la géopolitique des médias met l'accent sur 3 paramètres fondamentaux. La doctrine américaine de la libre circulation de l'information, très importante, hein. La puissance politique soutenue par les médias, la puissance économique des groupes de médias. Bon, la doctrine américaine de la libre circulation de l'information, je passerai rapidement, c'est que cette doctrine a été mise en place dès 1942. Hein, les grandes stratégies se préparent, ça fait très longtemps, et se mettent en place. Hein. Je vous citerai Kent Cooper, qui était directeur de l'agence Associated Press, et son livre s'appelle Barriers Down, barrières down, appelle les futurs vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale à inclure le principe de la libre circulation de l'information dans les négociations de paix. En 1964, la Commission des Affaires étrangères du Congrès considère que la finalité première vise à imposer le leadership américain dans le monde en prenant l'adhésion volontaire aux valeurs soutenues par les États-Unis grâce à cette liberté d'information. Maintenant, la puissance politique soutenue par les médias. Et ça, c'est important, c'est que les médias doivent promouvoir l'intérêt national. En 1942, l'Office of War Information est confié à un journaliste. Ça, c'est aux États-Unis. Ça, c'est l'importance du rôle des journalistes. Un office aussi important a été confié à un journaliste qui s'appelait à l'époque Elmer Davis. Cet office est à l'origine du lancement de Voice America. On pourrait en parler tout à l'heure, l'importance de ce média qui a contribué fortement à la fragilisation de l'Europe de l'Est à l'époque, hein, du système soviétique. Voice of America, c'est faire adhérer les médias et l'opinion publique internationale aux valeurs des États-Unis. La United States Information Agency, que vous connaissez certainement, qui a été créée par Eisenhower en 1953, qui va devenir aujourd'hui la United States International Communication Agency en 1978, est chargée de développer l'image de l'Amérique par le renforcement du rôle des médias d'influence. Ça, c'est le deuxième aspect, puissance politique soutenue par les médias. En 2001, un sous-secrétaire d'État à la diplomatie publique, dont la direction est assurée par une publicitaire, Charlotte Beer, s'est créée pour transmettre une nouvelle image des États-Unis, notamment dans le monde musulman. Actuellement, Barack Obama appelle cette politique la communication stratégique. Chose très importante. Là, vous avez un tableau qui vous donne les 5 premiers groupes de médias, selon leur chiffre d'affaires entre 2009 et 2012. Comme vous le voyez, c'est toujours les médias américains, Time Warner, Walt Disney, New Corporation, Bertelsmann, groupe allemand, Maruna, DirecTV et Comcast. Les 10 premières entreprises mondiales de technologie de l'information et de la communication, ayant la plus grosse capitalisation boursière en 2010 et 2012. En tête, Microsoft. Et ça bouge entre Microsoft et Apple. 2010, c'est Microsoft. Apple est en deuxième position. 2012, c'est Apple qui monte en première position. Mais c'est toujours ces grandes multinationales, ces grandes concentrations américaines. Mais vous voyez, la Chine est là avec China Mobile. Dans IBM, AT&T, Cisco Systems, Google, Oracle, Hewlett Packard, Intel, Samsung et Qualcomm. Alors, troisième aspect avant d'arriver à... c'est la place des médias dans les relations internationales. Je vais essayer de résumer, hein, pour ne pas trop... En fait, les médias sont des rouages essentiels de la diplomatie des États. Dans les conflits armés, l'information et la communication constituent de nouveaux enjeux pour gagner la guerre du sens et la bataille de l'influence au sein des populations, parallèlement à la manière de représenter les conflits et d'influencer l'opinion publique. Alors, ces instruments au service de la politique étrangère des États et des acteurs non étatiques constituent ce qu'on appelle aujourd'hui la diplomatie publique. C'est cette capacité technologique à diffuser, à maîtriser la connaissance de l'autre et à savoir l'exploiter. L'influence, c'est l'art de faire vouloir à autrui ce que vous voulez par l'image, le message et le réseau. Et ça va permettre la mise en place de ce qu'on appelle des stratégies d'information et de communication. Il y en a plusieurs, j'en ai cité quelques-unes ici, je pourrais en parler tout à l'heure. Il y a la stratégie de la forteresse, c'est la protection de son opinion, ce qui se passe un peu en Chine. C'est la plus mauvaise stratégie, on s'enferme. On essaye de bloquer les communications, mais dans un monde ouvert, c'est très difficile. Vous avez la stratégie de croyance, par laquelle on va essayer de diaboliser l'adversaire, ce qui a été fait par les Américains pendant la première guerre du Golfe, en diabolisant Saddam Hussein qu'on comparait à Hitler.
Et la stratégie de l'image qui est le plus utilisée aujourd'hui, c'est cette fameuse soft power, c'est étendre sa zone d'influence en faisant passer des messages très soft. Le soft power, où vous avez aujourd'hui, c'est là où je dis il y a des enjeux, il y a de nouveaux pays qui émergent. Par exemple en Inde, l'Alliance of Sahara, le groupe, Rotana MBC, Arabie Saoudite, vous le connaissez, Al Jazeera au Qatar, TV Globo au Brésil, tous ces fameux feuilletons brésiliens qu'on veut, que nos mamans aiment, enfin que les femmes aiment bien voir, hein. Avec Televisa au Mexique, tous les feuilletons mexicains. Et en Afrique du Sud, Naspers. Regardez un peu, ce qu'il faut retenir de ça, c'est que vous avez des pays émergents. Inde, Arabie Saoudite, Qatar, Brésil, Mexique, Afrique du Sud. Ça participe de ce qu'on appelle en stratégie de communication de la notion de soft power. Comment on peut passer, créer des ondes d'influence grâce à une production, qu'elle soit, si vous voulez, d'information ou qu'elle soit aussi de fiction. Maintenant, je voudrais parler de la dimension stratégique du net. Et Hillary Clinton, déjà, va lancer la diplomatie de Twitter en février 2011. Et elle disait clairement, Internet accélère le changement politique, économique et social. Et une somme très importante à l'époque, j'ai mis là 22,3 millions d'euros, était réservée pour diverses associations travaillant pour le contournement des murailles électroniques. Le département d'État américain, ça c'est des exemples que je donne qui sont assez révélateurs, a ouvert 230 comptes Facebook, 50 chaînes sur YouTube, 80 comptes Twitter. Ça c'est des chiffres qui ont été donnés par le Washington Post le 22 août 2011. Je vous laisse méditer et comprendre un peu le rôle des réseaux sociaux dans les nouvelles reconfigurations mondiales. Et on parle aujourd'hui de guerre civile numérique. Des tactiques d'influence ou de désinformation sont employées pour déstabiliser les pouvoirs en place. Alors, je vous parle d'une tactique, ce qu'on appelle AstroTurf, qui est très importante. Qui consiste à mimer l'émergence spontanée d'un courant d'opinion d'origine citoyenne sur les réseaux sociaux, en créant de faux individus pour qu'ils établissent des liens amicaux avec des personnes ou des services en vue de les discréditer. Ça, c'est tout le rôle des réseaux sociaux et de la manipulation qui se fait au sein des réseaux sociaux. Hein. Parmi ces tactiques, il y a une qui s'appelle AstroTurf, c'est de créer de faux, j'allais dire, des individus qui n'existent pas en réalité, qui sont virtuels. J'arrive au paysage médiatique algérien, ses défis, ses enjeux. Alors, cette approche que je vous ai proposée, cette architecture qui est mise en place par la géopolitique des médias, va nous permettre de faire une lecture, à mon avis, sérieuse, des grands enjeux qui se posent à l'Algérie. Il s'agira en fait de recenser les défis qui se posent en Algérie. Quel est le rôle de ce pays dans cette nouvelle configuration? Cette nouvelle phase du mouvement vers l'intégration mondiale pose la problématique de l'appropriation locale des flux transnationaux, les médiations, les formes de résistance ou d'adaptation. Les nouveaux mécanismes de l'hégémonie sont des défis fondamentaux. L'Algérie reste un enjeu communicationnel triptyque, à mon avis. Économique, politique et civilisationnel. Au niveau économique, l'économie se ressent non plus sur le savoir-faire aujourd'hui, le savoir-produire, mais sur l'intelligence. La matière grise, mot compris au sens de capacité de traitement d'information, capacité d'innovation, de conception, d'organisation et d'adaptation. Alors, pour faire une lecture des enjeux d'Algérie, il faut reprendre les fameux critères de la géopolitique. Premier enjeu au niveau des infrastructures. Les enjeux du numérique, Internet, la TNT. Je pense, à mon avis, c'est à la télévision de service public qu'il revient de satisfaire 3 conditions essentielles pour assurer démocratiquement la mutation numérique. Parce que les chaînes commerciales ont tendance, si vous voulez, à rechercher le profit, mais c'est aux chaînes publiques que le fardeau est apporté par les chaînes publiques. Alors, première chose importante, c'est le maintien d'une offre en clair accessible à tous. Demain, si on rentre dans les chaînes TNT, dans le cryptage, le pluralisme de l'offre audiovisuelle et la continuité du service public. Là, j'ai une carte, je ne sais pas si vous arrivez à la voir bien, c'est la troisième là,
et qui nous donne un peu, toujours pour au niveau des infrastructures, le problème qu'on a au niveau de Internet et du DBI ADSL. Ça, c'est une carte un peu du monde arabe. J'ai pas comparé avec les grandes puissances, mais avec le monde arabe. Alors là où c'est foncé, c'est plus de 40% donc de connexion. Un peu moins foncé, c'est de 15 à 40%, et moins de 15%, c'est le gris un peu. Et vous remarquez que l'Algérie, c'est moins de 15%. Donc il y a un enjeu fondamental déjà au niveau des infrastructures et au développement des technologies numériques. Deuxième élément, la production médiatique. Et là, on pourrait en discuter. En Algérie, où la majorité de la population a accès par des satellites à de nombreuses chaînes étrangères, les chaînes françaises influencent l'imaginaire collectif, mais moins quand même que l'imaginaire intime qui est, lui, influencé par les nouvelles chaînes arabes surtout. Je peux la discuter avec vous sur ça. Je pense que c'est au plus profond de l'imaginaire intime que s'adressent les chaînes arabes comme Al Jazeera ou Al Manar, en s'inscrivant dans la dimension religieuse des sociétés maghrébines, enfin algériennes, tunisiennes et marocaines. D'où la nécessité, si vous voulez, je disais, où la production et la diffusion du sacré sont partie intégrante de la communication sociale. Les émissions de ces chaînes ne sont pas prises en compte dans toutes leurs dimensions politiques. Elles participent pourtant à la visibilité de questions de société, de morale, de modes de vie différents. L'interprétation inattendue des sujets de société et de culture. Elles traduisent par ailleurs l'orientation politique et idéologique de leurs opérateurs. Et les points d'audience en dépendent de plus en plus. Là, c'est pour poser l'enjeu fondamental de la production. Et vous savez, la production nationale, actuellement, n'est pas très, si vous voulez, développée. Il y a des études qui ont été faites. Il y a un sondage qui a été fait par un institut de sondage tunisien en 2007, a montré clairement que dans les sociétés, il a été fait sur les 3 pays, Algérie, Tunisie, Maroc. Il explique que, en fait, compte, il y a vraiment que la production nationale, les feuilletons qu'on voit pendant le mois sacré du Ramadan, etc., que les gens aiment ces feuilletons, même s'ils sont mal faits, même si la trame n'est pas très bonne, mais il y a cette soif d'aller vers ce qui est purement, donc, national. Mais malheureusement, donc, il y a un grand enjeu au niveau de la production. On voit ça partout aujourd'hui, même sur les chaînes algériennes. En général, c'est fait pour les chaînes d'information. Et ça sert à quoi ce bandage? C'est un standard anglo-saxon. C'est la rapidité de l'information. C'est-à-dire qu'on est là, qu'à chaque moment, l'information est là, mais ça sert aussi à occulter le traitement de l'information. On vous déroule une série d'informations qui ne sont pas traitées et qui occultent le véritable traitement d'information. Et nos chaînes de télévision ici, on reprend ces standards sans mesurer l'enjeu. J'ai appelé ça modalité mémétique. Là, je vais passer. Donc, autre chose, l'Algérie comme territoire de réception subit cette culture standard. L'intègre de plus en plus dans ses codes télévisuels à travers la représentation graphique et sémiotique de ses écrans. Texte électronique diffusant une information continue qui défile en bandeau sur l'écran, décor en arrière-plan calqué sur les schémas des chaînes satellitaires internationales ou encore dans le mimétisme qui consiste à copier les émissions phares des chaînes françaises. Vous l'avez remarqué ces derniers temps qu'on a beaucoup d'émissions qui sont des copies conformes d'émissions françaises. Alors, d'où l'enjeu, c'est les processus identitaires et culturels. Pour reprendre Jesus Martin Barbero, qui lui, c'est un latino-américain qui s'est intéressé un peu à l'Amérique latine, qui dit dans un nouvel écosystème globalisé, ces enjeux sont les codes culturels de la société, à l'ère de la mondialisation, et dans un univers consumérique où la valeur tient davantage à la dimension symbolique que matérielle des biens, les batailles les plus importantes sont bien des batailles culturelles. Là, je veux mesurer l'enjeu fondamental pour l'Algérie, d'avoir son identité et de mettre en place cette identité à travers nos médias. L'Algérie est enjeu civilisationnel, problématique de la programmation nationale. Tant qu'on n'aura pas mesuré l'enjeu identitaire, tant qu'on n'aura pas compris qu'on est dans une situation passive par rapport aux pays du Proche-Orient ou par rapport aux pays d'Occident, on ne jouera aucun rôle sur le plan géopolitique. On ne créera pas notre ère, si vous voulez, ou notre espace vital pour revenir à la conception traditionnelle de la géopolitique de Theodor Adler. On n'aura pas notre Lebensraum. Maintenant, l'autre aspect dont parle la géopolitique, et peut-être que je terminerai avec ça, c'est la consommation. C'est les audiences TV.
Les études d'audience sont à l'état embryonnaire en Algérie pour plusieurs raisons. D'abord, au niveau de la méthode. L'objet de la recherche est mal identifié en tant qu'individu, voire même en tant que groupe. Il n'existe pas de tradition de stockage des bases de données fiable sur les habitudes de consommation, ni d'indicateurs précis sur les rapports qu'entretient le public avec ces médias. En fait, il subsiste une réelle crise de confiance entre les médias et leur public dans des formations sociales, passant rapidement d'un spectateur sujet d'une communication autoritaire et hiérarchisée à celui d'individus libres dans ses choix. La lecture des données quantitatives n'aurait aucun ancrage avec le vécu. Là, c'est un peu pour parler des problèmes de sondage qui n'existent pas. On ne connaît pas le public algérien. Est-ce que les médias connaissent leur public? Est-ce qu'on connaît les habitudes de consommation? Donc, au niveau, cet aspect-là de consommation est un grand enjeu pour connaître un peu le public. L'absence de veille stratégique sur les us et habitudes du consommateur ne permet pas de construire des panels représentatifs des publics des médias. En conclusion, là, je voudrais pas aussi... Je vais vous lire la conclusion, mais je dirais d'autres choses. Il faudrait repenser la notion de société de l'information, lui préférer celle de société de la connaissance, car les modes d'appropriation des nouvelles technologies sont pluriels et se négocient à partir des réalités sociales, culturelles et historiques, qui sont incontournables. Ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, c'est d'essayer de voir quels sont les enjeux qui se posent à l'Algérie à travers une lecture de la géopolitique, à travers les critères fondamentaux de la géopolitique. Et vous les voyez, les enjeux sont énormes. Que ce soit sur le plan technique, ce qu'on appelle les infrastructures, la mise en place de réseaux d'information, ou que ce soit aussi sur le plan, si vous voulez, j'allais dire, des programmes, de la programmation, sur le plan de la connaissance du public. Je terminerai par quelque chose que j'ai pas abordé pour l'Algérie, c'est aussi cette influence de l'Algérie sur l'échelle internationale. Nous avons aujourd'hui des problèmes énormes, nous avons une politique internationale, nous avons des enjeux régionaux, et il faut mettre en place une politique d'influence. Et là, ce sont les médias. Vous savez, quand les Français ont lancé France 24, ça a été cogité pendant des années. Beaucoup de gens ont travaillé dessus. Ça n'a pas été lancé comme ça. Tous les présidents qui sont venus, à partir de Mitterrand, ont pensé à une chaîne d'information si vous voulez, qui diffuserait l'image de la France. Mitterrand a mis en place un groupe de travail. Tous les présidents qui sont venus après, Chirac, etc. Pour aboutir en fin de compte à France 24, il y a Francis Ball, avec lequel j'ai travaillé à l'époque pour mon doctorat, avait écrit un ouvrage qui s'appelait La politique audiovisuelle de la France, et il faisait partie d'un groupe de réflexion qui a travaillé sur comment promouvoir l'image de la France grâce à une politique audiovisuelle. Le Qatar joue un rôle éminemment important aujourd'hui en lançant sa chaîne Al Jazeera. On ne peut comprendre la politique régionale au Moyen-Orient du Qatar sans référence à sa chaîne d'information. Donc d'où la nécessité d'avoir des chaînes d'information à destination de l'extérieur. Aussi la radio qui est très importante. Et nous avons un espace vital pour revenir à la géopolitique traditionnelle, qui sont les pays du Sud. Et je pense qu'avec le développement d'une radio internationale, qui irait vers le Sud, vers l'Afrique, il y a un enjeu très important. La voix de l'Algérie, l'identité de l'Algérie, doit être prise en charge pour être portée vers l'extérieur et dans les espaces vitaux de l'Algérie. Voilà donc brièvement, j'espère que je vous ai pas trop ennuyé, de vous expliquer quels sont les enjeux qui se posent à l'Algérie à travers une trame de géopolitique des médias. Je vous remercie. لاحظنا لما نخرج إلى داخل الوطن عطش الصحفيين للتكوين وللتخصيص. دركنا أيضا ولو كصحفي سابق وراجل إعلام كنت عارف هذه الظاهرة أن كثير من الكلام أم كتابات في الصحف لما تقذف أم تشتم كثير من الأحيان مش عمدا، كثير من الأحيان هو راجع إلى نقص في التكوين
وهذا لما نتكلم في هذا الميدان نتكلم في حسن نية نتاعنا وتاع الصحفيين. إذا في رأيي لابد يكون تكوين مش ما غير تكوين صحفيين، طبعا مش ما غير مرة في الشهر، لكن تكوين كل يوم كل يوم كل دقيقة لابد يكون تكوين الصحفيين. و بالتكوين إن شاء الله نوصلوا من قريب إلى صحافة محترفة. طبعا لما نكملوا إحصائيات هوية الصحفيين، لما نكملوا عملية إعطاء بطاقة الصحافي المحترف، والآن وصلنا إلى رقم 2000 وقريب 200 2150 2200، وإن شاء الله منا إلى شهر جوان أم جويليا ربما نوصل إلى 2700 3000. إذا نقدر نمشي إلى انتخابات مجلس الأخلاقيات، إلى انتخابات سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، وكذلك إلى انتخاب اللجنة الدائمة لبطاقة الصحفي المحترف. وشكرا. نعم. على سبيل المثال 12 مارس ان شاء الله تكون عندنا دور تكوين، لكن قبل 12 مارس السبت هذا لا السبت اخر 28 فبراير تكون عندنا دوره تكوينيه، وهذه اوليه من نوعها في رايي. دوره تكوينيه للمكلفين بالاعلام تاع الوزاره، لكن تكون مغلوقه، ما تكونش يعني مفتوحه لا للصحافه لا يكونوا ان شاء الله 34 مكلفين بالاعلام يجوا ونتكلموا معهم على دورهم، وكذلك على اليراقل كما يقولوا تاع كل مكلف. هو كاين مبدا اولي في العلاقات العموميه وفي هو ان لما مكلف بالاعلام يصيب ما يقدرش يرد على يعني ابال كما يقولوا نداء تليفوني لان كان مشغول، لابد عليه يعيط ولو يعني اللي يعيط له ما عنده اي علاقه مع الصحافه. Je le dis avec beaucoup d'amitié. C'est un journaliste passionné et passionnel. Or, il y a une règle de base dans le journalisme, de se passionner et ne s'empresser pour rien. لا تحمس ولا تسرع. Nous sommes dans la passion, parfois dans l'empressement. Le chargé de communication ne vous répond pas, paf, l'article est négatif. Mais s'il vous répond, il vous dit madame, je n'ai pas l'information, vous allez prendre son point de vue et peut-être que sa réponse vous permettrait d'être beaucoup moins passionné et moins partial. Est-ce que j'ai tort? Très bien. Je pense que nous avons fait le tour de la question. Mais de toute façon, moi je vous donne rendez-vous bientôt. Je vous réserve la surprise.